Vous êtes le cofondateur de l'entreprise District M, maintenant devenue ShareTrue et CMO de l'organisation, une plateforme de ad exchange donnant la possibilité aux annonceurs de se publiciser sur les plus gros sites au monde. Lancée en 2013, l'organisation peut se targuer de placer plus de 250 millions de dollars en publicité à l'année. Benoît Skinazi, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Bonjour Antoine, très heureux d'être là. Benoît, toi et tes associés, vous possédez une entreprise qui est exceptionnelle et qui vit une croissance fulgurante. Avant de découvrir un peu l'histoire derrière ShareTrue, peux-tu expliquer à notre audience précisément qu'est-ce que votre entreprise? Oui, avec grand plaisir. ShareTrue, c'est ce qu'on appelle un ad exchange. En gros, on est un des intermédiaires technologiques entre les annonceurs qui cherchent à rejoindre une audience qualifiée, une audience précise sur Internet via la diffusion de publicité, et les éditeurs de contenu. Donc par éditeur, on entend tout ce qui est site Internet, applications mobiles, qui eux cherchent à monétiser leurs espaces publicitaires. Donc ShareTrue, c'est vraiment cet intermédiaire technologique qui permet de connecter ces deux aspects de la clé à la publicité, ce qu'on appelle vraiment le côté demande, donc les annonceurs qui cherchent à placer leur publicité et les éditeurs qui cherchent à monétiser leurs espaces publicitaires. Chaque jour, ShareTrue gère plus de 50 milliards de requêtes publicitaires par jour, donc on reçoit de la part des éditeurs. Donc ça veut dire en gros le potentiel de monétiser jusqu'à 50 milliards d'impressions publicitaires demandées par les éditeurs. Puis, on traite ces requêtes publicitaires, on les envoie électroniquement aux annonceurs en leur demandant sur quels sont les placements qui potentiellement peuvent les intéresser. Tout ça, c'est un processus qui se fait en temps quasi réel. On parle de 400 millisecondes pour décider si oui ou non on affiche une publicité sur une page Internet. Donc, quand vous naviguez sur votre mobile, votre laptop ou tout autre appareil, en gros, entre le moment où une page se charge et l'apparition de la publicité qui est quasi simultanée, il y a énormément de choses qui se passent et nous, on est un des principaux acteurs dans cette chaîne-là. Puis, Benoît, si on se ramène à vos débuts, on peut voir que vous êtes cinq personnes à avoir cru au projet dès le départ et ultimement l'avoir lancé. J'ai cru comprendre que vous aviez tous une certaine expérience, soit en marketing numérique ou encore en technologie, parce que certains d'entre vous, peut-être même la majorité d'ailleurs, vous aviez travaillé ensemble chez Page Jaune. Peux-tu nous ramener aujourd'hui à vos débuts, puis nous expliquer comment cette belle entreprise a été imaginée et ultimement lancée? C'est toujours croustillant de savoir un petit peu le début. Oui, avec plaisir. Donc en gros, effectivement, cinq cofondateurs, nous cinq avec des expériences, on va dire complémentaires, mais dans le domaine de la publicité en ligne. Je reviendrai peut-être si j'en ai l'occasion sur nos expériences à chacun. On a vu il y a à peu près maintenant une dizaine d'années l'émergence de ce qu'on appelle la publicité programmatique, qui est ce système permettant d'acheter et revendre de l'inventaire publicitaire en temps réel, qui a vraiment explosé en même temps que le trafic sur Internet a explosé, tout simplement. Donc, avec le fait qu'on est de plus en plus connecté, qu'on utilise plusieurs appareils pour accéder à Internet, qu'on consomme de plus en plus de contenu en ligne, l'ancien modèle de commercialisation d'inventaire publicitaire qui consistait à avoir un site Internet qui avait sa propre force de vente, qui allait voir des agences médias et des annonceurs pour faire la promotion de leur inventaire publicitaire. Ce modèle-là ne convenait plus forcément à un système qui était en pleine croissance, en pleine explosion et qui nécessitait donc pour les annonceurs d'avoir cette capacité de livrer des publicités, de livrer des campagnes sur des centaines, voire des milliers de sites simultanément. Et on a vu vraiment cette évolution arriver et l'émergence de la publicité programmatique et le potentiel de bâtir une technologie aidant les éditeurs de contenu, donc encore une fois les sites et applications mobiles, à mieux monétiser leur inventaire publicitaire, techniquement à mieux exposer leur inventaire publicitaire à tous ces annonceurs qui étaient prêts à livrer des campagnes en ligne.
avec l'expérience professionnelle qu'on avait, l'un d'entre nous en agence média, plusieurs d'entre nous au sein du groupe Page Jaune et notamment chez Mediative, qui était l'entité web vraiment du groupe Page Jaune, c'est certain ça nous a aidé à voir dans quel sens l'industrie allait se diriger tout simplement. Et on a pensé à cette technologie. Et on a décidé de faire le grand saut, de se lancer et de bâtir un système de monétisation évolué pour les éditeurs de contenu. Puis, je suis curieux, toujours des anecdotes un peu croustillantes dans le lancement d'une entreprise. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui te viennent en tête aujourd'hui sur la genèse, l'idée de l'entreprise, peut-être dans un souper spécifique, peut-être dans des rencontres au départ, quand tout ça a été lancé? Pas mal d'histoires, forcément. Déjà, quand on s'est lancé, on a vraiment vécu l'expérience de la startup. Je veux m'assurer que tu m'entends bien, parce que je n'ai pas de retour de son, tout ça. Là, je t'entends bien, oui. Ok, donc je vais reprendre. Je pense que le son a coupé à un moment donné. Donc des anecdotes, ce que je disais je te repose. Vas-y, repose-moi la question. Ouais, je vais te reposer la question. De toute façon, comme je t'ai dit, on fait beaucoup de post-production, fait qu'il n'y a pas de souci ici. Fait que je te relance ça dans 3, 2, 1. Puis Benoît, je suis curieux, il y a toujours des anecdotes croustillantes dans le lancement d'une organisation au tout début. Est-ce qu'il y en a certaines qui te viennent en tête aujourd'hui que tu pourrais partager avec notre audience? Alors, il y en a qui se partagent, il y en a qui se partagent moins, mais il y en a forcément des anecdotes. Bon, déjà, faut dire, on a connu vraiment l'expérience startup. Quand on a commencé Districtem à la base, avant que ça devienne ShareThrough, on a fait quand je dis on a fait le saut dans le monde de la startup, on l'a pas fait à moitié. On avait tous un travail, on avait tous une situation professionnelle qui se portait bien. On a vraiment décidé de prendre ce risque de se lancer en entrepreneuriat. Et on l'a fait en ouvrant notre premier bureau dans un ancien salon funéraire reconverti en agence de communication, puis reconverti en Districtem. Alors, c'était drôle parce qu'on se retrouvait vraiment dans un local qui nous coûtait pas cher parce qu'on n'avait pas de moyens. La seule dépense qu'on a fait, c'est acheter 6 bureaux sur Kijiji, 6 whiteboards aussi. Et il se trouve que moi, j'habitais juste au-dessus. On partageait ma connexion Internet. Pareil, donc on était vraiment dans un mode, minimum de coûts. Et avec cette volonté vraiment de un peu partir comme on entend des histoires d'entreprises qui débutent dans des garages. Nous c'était un petit peu différent, mais c'était ça. Puis des anecdotes croustillantes, il y en a eu. On nous a mis des bâtons dans les roues, comme c'est souvent le cas dans un milieu où quand on voit une entreprise grossir rapidement. Forcément, ça crée parfois des envieux. Donc, on a dû parfois gérer un parcours, on va dire, semé d'embûches, mais semé d'embûches parce qu'on avait du succès. Et forcément, ça crée, certaines personnes nous regardaient ou agissaient de manière un petit peu particulière. On s'en est toujours super bien sorti là-dessus. Puis on a accepté ces défis-là. Ça fait partie du monde de l'entrepreneuriat. Il n'y a rien de facile. C'est pas donné d'y arriver toujours du premier coup. Je pense qu'on s'en est bien sorti là-dessus. Puis tu as utilisé le terme succès. Je pense que le mot est bon. Je lisais un article avant notre entretien aujourd'hui qui remonte à décembre 2017 et à cette époque, l'entreprise avait 5 ans d'expérience, mais affichait déjà des taux de croissance totalement exceptionnels, se chiffrant à 16 000 %, là, littéralement. C'est ce que ton partenaire Jean-François Côté avait dit dans l'entretien. On dirait que très rapidement, vous avez été capable de saisir des parts de marché importantes dans l'industrie publicitaire. À quoi tu attribues une expansion aussi rapide? À quoi tu attribues une prise de marché qui a été prise à cette vitesse? C'est une bonne question. Puis je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ça.
Tout d'abord, l'innovation et la technologie. À la base, on est une entreprise de technologie numérique, de technologie programmatique. Et on a vraiment, je pense, il y a 9 ans, quand on a lancé l'entreprise, développé une technologie qui répondait aux besoins du marché. Et on a continué de la faire évoluer constamment, cette technologie-là, pour s'assurer justement que elle maximisait autant les résultats et les performances pour les annonceurs qui livrent des campagnes en ciblant l'inventaire de Sharethrough, que pour les éditeurs qui maximisent leurs revenus en travaillant avec nous. Autre chose sur lequel on a mis beaucoup d'emphase, et ça je pense que c'est un des facteurs clés de succès, c'était la facilité d'implantation de cette technologie de la part de nos clients éditeurs. Donc on n'est pas la seule plateforme de monétisation d'inventaire. Par contre, on s'est assuré que ce soit une solution facile à mettre en place, donc retirer le maximum de freins du côté des éditeurs pour tester tout simplement cette solution et s'assurer qu'elle fonctionne. Et enfin, deux autres choses auxquelles je peux penser. L'emphase sur le service client. On se l'est toujours dit, ça fait toujours partie aujourd'hui de nos objectifs. C'est fournir à nos clients, que ce soit annonceurs ou éditeurs, un service client irréprochable. Et puis ça peut sonner un peu cliché comme ça, mais ça fait toute une différence vraiment au niveau des relations qu'on arrive à bâtir avec nos clients. Cette notion de World Class Customer Service, c'est vraiment quelque chose qu'on a repris. On prenait souvent nous en exemple dans nos débuts Apple qui crée une expérience client super bonne quand on va. Puis je suis pas un pro Apple, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une expérience client qui vraiment favorise aussi la fidélisation de cette clientèle-là, et c'est un point important. Le tout dernier point, je dirais, c'est la notion de force commerciale. C'est que pour croître aussi rapidement, oui, il fallait un bon produit, une bonne techno. Mais on le voit dans avec beaucoup d'exemples de startups. Il y a beaucoup de startups qui développent un produit ou une technologie qui est excellente, mais la stratégie de mise en marché n'est pas toujours parfaitement aboutie. Et il y a souvent plus d'efforts qui sont mis sur le produit et la technologie que sur la force commerciale. Et puis là, avec la structure qu'on avait avec mes cofondateurs et cette complémentarité qu'on avait au niveau de nos rôles, il y avait vraiment des gens certains d'entre nous qui étaient concentrés sur l'aspect commercial, d'autres qui étaient concentrés sur le produit. Et ça fait toute une différence. Aujourd'hui, c'est encore fortement présent dans l'ADN de l'entreprise, avoir ce bon équilibre entre force commerciale et technologie. Intéressant. Puis bon, c'est important de le mentionner à notre audience aujourd'hui. Tu le dis, vous êtes une plateforme intermédiaire entre l'annonceur et l'éditeur. Et vous devez croître de deux façons, littéralement, là. Donc, d'un côté, on veut augmenter notre nombre d'annonceurs pour grossir les revenus. Et d'un autre côté, on veut également augmenter notre inventaire publicitaire, cette fois-ci avec les éditeurs. C'est un peu le dilemme de l'œuf ou la poule. Comment on arrive à jongler à travers tout ça afin de pouvoir ultimement croître de manière convenable? Tu l'as super bien résumé déjà. C'est vrai qu'on travaille dans une industrie, en tant qu'intermédiaire, parce que c'est ce qu'on est. On est un intermédiaire technologique, mais on reste un intermédiaire. De notre côté, c'est tout à fait ce que tu disais. On doit attirer le maximum d'éditeurs, donc de sites internet, d'applications de qualité. Mais pour les attirer, ces sites-là, faut être capable de leur quasi garantir qu'on va être en mesure de générer des revenus. Puis pour générer des revenus, il faut que les annonceurs acceptent d'investir des budgets publicitaires sur notre inventaire. Et pour ça, eux, ces annonceurs-là vont vouloir nous demander et exiger qu'on ait le meilleur inventaire publicitaire. Donc, comme tu le dis, c'est un peu l'œuf ou la poule. Et il faut être capable d'être là et puis d'aller se battre sur les deux fronts. Et on a en fait des équipes qui sont vraiment focusées sur ces deux aspects-là, d'un point de vue commercial, d'un point de vue opérationnel aussi, pour développer ces deux angles de marché. Ça passe beaucoup par le produit quand c'est comme ça. Donc s'assurer vraiment d'avoir un produit attractif autant pour les éditeurs que les annonceurs. Je vais donner un exemple.
on monétise plusieurs types de formats publicitaires. Un des formats publicitaires qu'on monétise, c'est ce qu'on appelle un format natif. Le format natif, c'est de la publicité qui apparaît vraiment au sein du contenu des pages. Il y a peu de joueurs dans l'industrie qui sont capables de monétiser ce type de format aussi bien qu'on le fait. Ça fait partie de nos forces dans l'industrie. Donc pour nous, c'est une porte d'entrée, par exemple ça avec les éditeurs, commencer par monétiser un format natif sur lequel ils ont peu de risques à nous permettre de le monétiser, vu qu'il y a peu de joueurs qui sont capables de le faire comme nous. Et très rapidement, on peut leur prouver qu'on est capable de générer des revenus sur ce format, et puis ils vont étendre la monétisation à plus de formats. Donc généralement, quand on rentre avec un éditeur, quand on commence à faire affaire avec un éditeur, on va pas forcément commencer à monétiser 100% de leur format publicitaire ou 100% de l'inventaire publicitaire. On va faire nos preuves sur un format display, vidéo ou natif, leur prouver qu'on a de la demande de la part des annonceurs, qu'on est capable de générer du revenu, et à partir de là, on étend la relation, tout simplement. Et puis c'est un petit peu pareil que ça se passe du côté des annonceurs, à la différence que les annonceurs, ce qu'ils recherchent avant tout, en plus de la qualité de l'inventaire publicitaire, c'est la performance. Et là, j'en reviens aux produits, c'est d'être capable de bâtir des produits publicitaires qui vont générer cette performance au niveau des campagnes publicitaires. Une performance, ça ne veut pas juste dire être capable de générer des clics sur des bannières, ça veut dire générer de l'attention des utilisateurs, optimiser la compréhension des messages publicitaires par ces utilisateurs ciblés, et ça veut dire aussi, en bout de ligne, générer une prise d'action de la part de l'utilisateur, donc des conversions pour la marque. Puis ça, au niveau des produits qu'on a créés au fil des ans, on est super bien placé en termes de performance générée pour les annonceurs. Et la preuve, ils le mesurent de leur côté. Donc on peut pas juste leur dire on performe. Ils le mesurent de leur côté. Ils sont capables de le vérifier. Et c'est un cercle vertueux en quelque sorte. Donc une fois que on a fait nos preuves sur une campagne, 2 campagnes, etc., les annonceurs se mettent à dépenser de plus en plus sur notre exchange, tout simplement. Puis je suis curieux, bien entendu, vous êtes dans une catégorie où vos compétiteurs indirects, on va le dire ainsi, sont des plateformes comme Google, Facebook de ce monde, où est-ce que, bien entendu, des entreprises vont vouloir investir des sommes colossales sur ces plateformes. À quel point êtes-vous compétitif au niveau de la traçabilité? Tu as parlé de performance un peu plus tôt. Ces plateformes-là sont capables souvent de dire à l'annonceur que à chaque dollar investi, on est capable de remettre certains dollars dans nos poches. À quel point on est capable d'être compétitif au niveau de la traçabilité avec votre plateforme? On est capable de la même façon qu'ils le sont. Alors, il y a des différences, bien sûr, entre ces grands joueurs-là et qu'on appelle essentiellement des walled gardens. Donc, ce que tu avais pris comme exemple, Google, Facebook, on pourrait noter avec Facebook via Instagram, et puis on peut nommer des TikTok de ce monde, ou même Amazon, parce qu'Amazon, on le voit comme un site e-commerce. Mais c'est bien plus que ça. De la même façon que Google, c'est bien plus qu'un simple moteur de recherche. C'est tout simplement le leader dans le domaine de la publicité programmatique aujourd'hui. Ces gros écosystèmes sont des écosystèmes fermés. Donc, ils roulent et permettent de livrer des campagnes en utilisant leur propre data et donc leur propre solution de reporting aussi pour les campagnes. Donc, c'est certain que quand on utilise la suite de Google, on voit les résultats de nos campagnes dans les plateformes de Google. Sauf que de notre côté, quand les annonceurs livrent des campagnes sur notre inventaire, sur l'inventaire de ShareThrough, ils peuvent mesurer de la même façon leurs résultats à travers les plateformes de leur choix. Donc, ils utilisent des plateformes de reporting, que ce soit celles de Google ou d'autres, qui vont leur offrir un niveau de transparence identique en soi, et donc ils vont pouvoir nous comparer avec ce qu'ils font sur Google, Amazon Advertising, Microsoft Advertising, etc., etc. Il y a aucun problème de ce côté-là pour les annonceurs pour mesurer notre performance. Intéressant. Un autre point que j'aimerais regarder un petit peu avec toi, Benoît, aujourd'hui, est le volet de financement. Donc, j'ai pu m'apercevoir que depuis le lancement de votre organisation, vous avez levé tout près ou peut-être là, environ 50 millions de dollars de financement pour, bien entendu,
subvenir aux besoins, à la croissance de l'organisation. Mais j'ai été capable de voir dans des entretiens que ton partenaire Jean-François Côté a donné, également dans des discussions que toi et moi on a eues ensemble, que vous êtes une entreprise qui, depuis le jour 1, a été, et pardonnez-moi l'anglicisme, ce qu'on appelle une entreprise à EBITDA positif. Donc, comparativement à des monstres technologiques qui très souvent vont perdre de l'argent pendant plusieurs mois, plusieurs années pour ultimement aller chercher peut-être un petit peu de profitabilité dans quelques années. Vous, de votre côté, vous avez été profitable et ça, je crois, pas mal dès le jour 1. Ma question pour toi maintenant est la suivante. Qu'est-ce qui vous a donc poussé à vouloir lever autant d'argent si vous avez été capable de trouver cette rentabilité-là, cette profitabilité-là aussi rapidement? Alors c'est vrai que on a tendance à se dire quand on génère des revenus et quand on génère des bénéfices, pourquoi aller lever de l'argent et pas s'autofinancer, par exemple? Ça, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Pareil, pourquoi aller lever de la dette quand on a de l'argent sur le compte de banque? Ça aussi, c'est une question qui revient régulièrement. Sauf que on le sait d'expérience, et puis on peut le ramener à des expériences de la vie courante. C'est quand on a une santé financière qui est bonne qu'on peut utiliser des leviers financiers aussi. Par exemple, si aujourd'hui tu as une bonne santé financière personnelle, bah, tu vas pouvoir soustraire à une hypothèque assez élevée. Si ta santé financière est moins bonne, la banque va pas accepter de te prêter les mêmes sommes. Bah, c'est exactement la même chose quand tu es une entreprise. Le fait d'avoir une bonne santé financière nous permettait de lever certains, de bénéficier de certains leviers. Maintenant, pourquoi les investisseurs spécifiquement et pourquoi lever 50 millions de dollars à travers les années? Bah, tout simplement, il y a eu plusieurs raisons. Une chose à comprendre, on agit dans un secteur, on œuvre dans un secteur qui s'appelle le secteur du MarTech, le marketing technologique. C'est un secteur qui, dans les 10 dernières années, a croît de 5000% environ en termes de nombre d'entreprises qui œuvrent dans ce secteur-là. Je me rappelle, c'était il y a environ 10 ans, on comptait environ 150 à 200 entreprises dans ce secteur. Aujourd'hui, on en compte plus de 8000, 8 à 10 000 exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concurrence est très forte. On voit autant la concurrence qui proviennent des géants du web que tu as mentionné il y a pas longtemps, donc Google, Amazon, Facebook, etc., etc. Mais on voit aussi de la concurrence de nouvelles startups qui arrivent avec des produits intéressants, pas forcément directement concurrents, mais des nouvelles technos qui vont pouvoir intéresser les éditeurs ou les annonceurs. Et donc, la notion de croissance, elle est clé pour nous. Tout ça, ça veut dire qu'on n'a pas le droit, en tant qu'entreprise, de s'endormir sur nos lauriers et puis de juste se dire, bon, bah, l'entreprise va bien, elle génère des bénéfices, bon, bah, continuons en douceur. Je pense que si on se met pas dans un état d'esprit dans lequel on veut croire plus vite que le marché croît de 25% par année, bah, nous on veut croître à 40%. Donc si on n'est pas dans un état d'esprit dans lequel on veut croître l'entreprise, mais plus rapidement que le marché, ça fonctionne pas. Ou en tout cas, ça fonctionnera pas sur le long terme. On a des grosses ambitions. Donc pour en revenir à ta question sur les levées de fonds, notre première levée de fonds, on l'a fait avec le Fonds de solidarité FTQ, la FSTQ, qu'on crut en nous, si je ne me trompe pas, en 2016, et qu'on investit pour nous permettre d'accélérer la croissance, tout simplement, c'est-à-dire d'embaucher plus de monde, plus rapidement, être en mesure de développer un produit encore meilleur, d'embaucher des développeurs, etc., etc., plus de commerciaux et donc d'accroître notre vitesse de de croissance. On a continué dans cette voie-là justement en 2020-21 quand on a fait l'acquisition de ShareThrough. Nos investisseurs FSTQ ont réembarqué avec aussi Investissement Québec et EDC cette fois-ci, croyant en l'entreprise, croyant en nous et puis nous supportant depuis le premier jour. C'est ça qui est formidable. Et dans un contexte comme le Covid, ont accepté justement de nous aider à aller chercher un gros poisson qui était ShareThrough.
Peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter plus en détail. Et justement d'être là pour continuer dans cette avancée, puis continuer avec cet état d'esprit de continuer la croissance malgré tout, quoi. Et de ce que Ça je répond à comprends ta bien, question? c'est que cette industrie, oui, ça répond très bien à ma question, Benoît. Puis ce que je comprends bien, c'est que l'industrie du Martech, si on analyse bien tout ça, c'est une industrie que si tu ne fais pas cette croissance à tout prix, tu vas simplement être laissé derrière parce que tu dois continuellement grandir parce que les autres joueurs autour de toi vont le faire. Donc, j'imagine qu'à un Exact. certain point, tu n'as C'est qu'il simplement pas le y a choix. vraiment deux choses, hein. C'est que, comme je le disais, l'industrie bénéficie d'une croissance du fait que de plus en plus, un pourcentage de plus en plus gros de la publicité se fait en ligne. Ça continue de grossir, notamment avec l'émergence des téléconnectés, qui fait que la manière dont on va diffuser des campagnes publicitaires sur télé, c'est en programmatique. Et puis c'est ce qui aujourd'hui croît le plus rapidement dans notre secteur d'industrie. Ça va pas s'arrêter là parce qu'à partir du moment où, en fait, tout ce qui a un écran, tout ce qui est digital, qui a une connexion Internet, la publicité est programmatique pour plus de 90% de la publicité sur ces. Donc concrètement, on peut voir loin, on peut se dire que dans quelques années, tout ça, ça va peut-être se passer dans le metaverse, mais ce sera encore programmatique. Donc on est dans une industrie qui va continuer sa croissance, ça c'est certain, et donc attire un nombre d'entreprises de plus en plus grand, quoi. Donc ton point est valide, c'est exactement ça. On n'a pas le choix, je pense, d'être dans ce genre d'état d'esprit si on veut arriver à hauteur de nos ambitions, qui sont les ambitions de Sharethrough, c'est d'être un des 5 plus gros joueurs dans notre secteur d'industrie, donc un des 5 plus gros à l'exchange à terme. Et donc, bon, c'est peut-être nous qui sommes ambitieux, mais pour l'instant, on s'aligne pour être capable d'y arriver, tout simplement. Et tu as mentionné quelque chose qui mérite d'être mentionné et qui mérite qu'on prenne un peu de temps. Vous avez levé des fonds pour accélérer votre croissance. Vous avez eu la possibilité dès le départ d'avoir des forces commerciales qui vous ont permis d'aller prendre des parts de marché. Mais à un certain point, on va aller plus vite et on passe par ce qu'on appelle une croissance par acquisition. Et bon, tu l'as mentionné avec quelques dates plus tôt, mais je pense que c'est dans le coin du début 2021 ou peut-être fin 2020 que vous avez fait l'acquisition de Sharethrough et qui ultimement vous avez changé de nom, vous êtes passé de District M à Sharethrough. Peux-tu nous ramener dans les coulisses de cette transaction-là, ce qui vous a poussé à aller de l'avant, ce qui vous a poussé à entourer Sharethrough comme une cible potentielle? Ouais, avec plaisir. Ça a été, on va dire quand le Covid a frappé, ça nous a frappé de plein fouet. Il faut le savoir que souvent on a tendance à se dire ah oui mais les gens étaient chez eux donc consulter Internet de plus en plus donc la publicité sur Internet ça devait bien aller. C'est pas le cas, hein. Les annonceurs ont arrêté de dépenser du jour au lendemain. Et nous, on avait certains clients dans le domaine du tourisme, l'automobile aussi a été fortement impacté. En fait, tous les secteurs ont été impactés à partir du moment où les gens restent chez eux. Oui, ils consomment plus de contenu, mais ils achètent pas plus. Ça, c'est une certitude. Donc, on a vu une baisse des revenus avec le Covid. Quasiment du jour au lendemain de 40%. Et donc, il s'est posé deux questions. On avait plusieurs solutions. Alors bien sûr, en premier lieu, on a essayé de prendre action pour tout simplement sécuriser nos employés le plus possible, sécuriser l'entreprise le plus possible. Mais après, on va dire, quand on a terminé d'être là et puis de prendre les actions court terme, on s'est assis et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On a deux solutions, soit le wait and see, donc on va voir est-ce que cette pandémie va durer, est-ce que cette baisse de revenus est juste provisoire ou pas. Et ou l'autre solution, c'était non, c'est le moment de passer à l'offensive un petit peu. C'est de se dire c'est
on veut croître. La pandémie, elle continuera ou elle finira, mais l'entreprise a encore de la place pour croître. Et c'est là qu'on s'est retourné vers nos investisseurs notamment. Et c'est même un de nos investisseurs qui nous a aussi un peu poussé à être proactif dans ce sens-là, qui a dit bah, pourquoi vous iriez pas tout simplement acheter une entreprise et continuer votre croissance. Et puis, on a commencé à regarder du côté des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est un des plus gros marchés, voire le plus gros marché pour tout ce qui est publicité programmatique. On y était déjà présent parce qu'on travaillait avec beaucoup d'éditeurs là-bas, mais il y avait encore beaucoup de place pour grandir. Et on a donc regardé des entreprises qui œuvraient dans le même secteur que nous, donc des ad exchange, en regardant lesquels pourraient être complémentaires. On en a sélectionné plusieurs, on a eu des conversations avec plusieurs d'entre eux, et notre attention s'est portée vers ShareThrough pour différentes raisons. Comme je l'avais expliqué un petit peu plus tôt aujourd'hui, nous, on était chez Districtem spécialisé en format display et vidéo, donc les bannières publicitaires sur les sites et les formats publicitaires vidéo qui sont livrés sur les sites internet aussi. ShareThrough était spécialiste et l'inventeur de la publicité native, donc la publicité qui est vraiment intégrée au sein du contenu des sites. Donc là, grâce à ça, on se retrouvait avec cette possibilité de faire un pas en avant vers le côté omni-format, omni-channel, qui est un de nos objectifs d'entreprise. Donc monétiser plus de formats publicitaires et sur un maximum de canaux, tout simplement. Donc, on a commencé les conversations avec ShareThrough en 2020, autour de l'été 2020, donc en plein Covid, tout simplement. Puis, on a complété la transaction début 2021. Donc ça s'est quand même fait assez rapidement. On aurait voulu même le faire plus vite, mais ça s'est fait assez rapidement. Et puis bah, c'est posé. Et l'intégration aussi des deux entreprises ensemble s'est fait ultra rapidement parce qu'aujourd'hui, donc en mai 2022, ça fait déjà plusieurs mois que les deux entités sont 100% intégrées, que toutes les équipes travaillent ensemble, que c'est vraiment une seule et même organisation. On parle plus de Districtem à l'interne, c'est vraiment ShareThrough. Et pourquoi ShareThrough? C'est parce qu'on a décidé pourquoi on a gardé ce nom-là. Bah, c'est aussi parce que on a cherché à mettre les égos de côté par rapport à qui préférait quel nom, autant du côté des cofondateurs de ShareThrough et de l'exécutif staff chez ShareThrough que chez Districtem. Et on a essayé de regarder d'un point de vue purement business, qu'est-ce qui faisait le plus de sens au niveau de nos relations stratégiques avec des annonceurs, avec des éditeurs, avec différents partenaires technologiques aussi. Et le marché des États-Unis étant, comme je le disais, le plus gros marché et que ShareThrough bénéficiait peut-être d'une notoriété un peu plus élevée que celle de Districtem sur le marché des États-Unis, étant une entreprise de la Silicon Valley à la base, on a décidé d'y aller avec ce nom-là, tout simplement. Et je pose une question parce que je faisais mes recherches et certains articles, on parle de fusion, là on parle ici d'acquisition. Est-ce qu'ultimement, ce qui s'est déroulé, c'est vraiment une acquisition pure et simple que vous avez fait et que, bon, les actionnaires de ShareThrough se sont intégrés? Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. On a acquis l'entreprise, donc c'est vraiment une acquisition qui a été faite de ShareThrough par Districtem. Et on a vraiment fusionné les deux entreprises aussi, fusionné les offres complètement. On parle d'acquisition et de fusion, mais c'est d'un point de vue purement, on va dire, M&A, Merger and Acquisition, c'est une acquisition. OK. Mais d'un point de vue, pourquoi ça a été couvert comme une fusion, je pense, dans certains médias, bah, probablement parce qu'on l'a un petit peu positionné comme ça aussi dans les débuts. Peut-être un peu pour nos employés aussi. On voulait pas qu'il y ait de rapport de force qui soit établi. On voulait pas que ce soit l'impression de donner Districtem achète ShareThrough, donc il y a un rapport de force par défaut qui s'installe au sein d'une organisation. C'était pas du tout l'objectif. De la même façon aussi que
parfois ça peut être entre guillemets mal vécu qu'une entreprise de la Silicon Valley se fasse racheter par un petit Canadien ou un petit Québécois. C'est pas toujours fréquent. Mais c'était avant tout vraiment dans l'idée de se dire, on est tous égaux, on veut que ça fonctionne. Il n'y a pas de district M accueille Share-through ou vice versa, on s'accueille mutuellement. Puis et donc on parlait beaucoup de fusion à cause de ça. J'adore l'idée. Et est-ce que pour continuer cette croissance-là, d'autres acquisitions sont dans les réflexions présentement? Alors, toujours, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on a vraiment on veut pas acheter pour acheter des entreprises ou fusionner pour fusionner. Ça Bien doit être sûr. stratégique comme mouvement. On travaille sur les deux fronts. Maximiser notre croissance organique, ça c'est certain, et puis croître par acquisition ou croître non organiquement. Dans certains cas, c'est la solution si on veut aller plus vite. Et aussi parfois acquérir des technologies qui sont sur certains points plus avancées que nous. Il y a des entreprises qui font, par exemple, dans le secteur des connected TV, des produits ultra intéressants. Ça nous prendrait peut-être 2 ans de les développer. Peut-être que ça vaut le coup d'acquérir une entreprise, une start-up quand c'est comme ça. Après, il y a d'autres choses. Notre objectif, c'est de se développer à l'international. Oui, on aurait le choix de se dire, tiens, on ouvre un bureau dans pas mal de pays. On n'en demeure pas moins que certaines entreprises sont bien établies, que on va dire une acquisition ou en tout cas bâtir une relation avec des entreprises à l'étranger pourrait être un accélérateur de croissance pour nous, mais aussi pour l'entreprise ciblée quand c'est comme ça. Donc la réponse rapide à ta question, c'est oui. On regarde toujours, on analyse des opportunités et il y aura forcément des annonces à un moment donné là-dessus. Et dernier point que j'aimerais discuter avec toi avant de te poser des petites questions personnelles, Benoît, la relation entre actionnaires. Vous êtes cinq à avoir lancé l'organisation, 5 cofondateurs qui, selon les discussions qu'on a depuis le début de la rencontre, des cofondateurs qui ont l'air d'être très complémentaires. On n'a pas tellement l'air de se piler sur les pieds entre actionnaires ici, ce qui est assez important. Comment tout ça s'est dessiné? Comment tout ça même s'est décidé? Est-ce que c'est très clair au départ que certaines personnes allaient prendre des départements X et d'autres des départements Y? Je serais curieux de t'entendre là-dessus parce que plus souvent qu'autrement, des fois, la relation entre actionnaires, soit elle fonctionne et tout le monde sait ce qu'ils ont à faire, ou des fois on se pile un peu sur les pieds et finalement on n'est pas capable d'aller bien optimiser, on va dire, cette relation. Je suis 100% d'accord là-dessus. Et puis on voit, alors de notre côté, donc 5 cofondateurs, comme je le disais. La réelle complémentarité, c'est pas juste un beau mot à utiliser, c'était vraiment le cas. Donc c'est-à-dire que pour donner un peu un aspect concret à ça. JF côté donc qui est notre CEO et notre CEO depuis le premier jour. Ça s'est décidé sans même avoir à se consulter par rapport à ça parce que c'était lui qui avait le plus de seniorité en termes de gestion d'équipe tout simplement. Après une formation de CPA et puis executive MBA et une expérience professionnelle super pertinente pour prendre ce type de rôle. De mon côté, une expérience plus commerciale et marketing, expérience de vente également, donc plus logique d'aller vers les annonceurs, chose que j'avais déjà fait chez le groupe Page Jaune. On avait Dom et Sébastien, Dom et Seb, 2 gars de tech, des développeurs, 2 profils d'autodidactes aussi, eux-mêmes avec des fortes complémentarités dans leurs compétences techniques. Et Pat, un technologue visionnaire, expérience en agence média, une des premières personnes à avoir au Canada avoir pris une licence d'une plateforme programmatique, donc qui s'est lui beaucoup plus mis sur la vision moyen-long terme et les partenariats stratégiques pour l'entreprise. Les choses se sont faites un peu d'elles-mêmes à ce niveau-là en fonction de nos expériences à chacun. Puis il y a une chose qui est importante, c'est on n'a jamais
discuter la pertinence de chacun dans son rôle. Donc la notion de confiance. Wow. Alors soit on a été très chanceux, soit voilà, mais du fait qu'il y ait eu cette complémentarité-là, et puis on s'entendait bien à la base, on se connaissait pas, on se connaissait tous un peu, mais pas au même niveau. Mais par contre, une chose est sûre, c'est le respect était mutuel. Euh, et donc, bah, si Dom et Seb revenaient avec des recommandations techno, on n'avait pas d'autre choix que de leur faire confiance. Un, c'est leur expertise. Nous, on l'avait pas. De toute façon, on avait tous les mêmes ambitions. On voulait tous aller dans la même direction. Donc, ça s'est fait de manière Hmm. très, très facile. JF, faut lui reconnaître ça, a réussi à être la colle un peu entre nous tous, même si on s'entendait tous bien en tant que CEO. Et c'est toujours le CEO de l'entreprise a fait un travail exceptionnel pour être là et puis vraiment s'assurer que nous amener dans la bonne direction. Et puis bah, c'est aussi une question de réussir à mettre un peu, on n'a pas eu à le faire, ou j'ai jamais ressenti ça, mais à mettre un peu son ego de côté. Dans certaines startups, on voit souvent deux amis avoir une bonne idée, se lancer ensemble en affaires en ayant exactement le même profil. Et là, à un moment donné, se pose la question de bah, pourquoi c'est toi qui vas diriger et pas moi, et pourquoi c'est toi qui as tel rôle et Hmm. pas moi. Nous, dans notre cas, ces conversations n'ont jamais eu lieu, tout simplement. Et je pense que ça a créé une forme d'équilibre et de respect qui nous a permis d'avoir le succès qu'on a eu aussi, d'une certaine façon. Fascinant. Je terminerai, Benoît, sur des petites questions personnelles. J'aime toujours savoir ce que mes invités lisent. Est-ce que tu lis un peu certaines lectures d'affaires? Et si oui, est-ce que tu pourrais nous en faire part? Alors, je lis moins que ce que j'aimerais lire. Euh, et quand je lis pas uniquement des lectures d'affaires. Il y a dans les livres d'affaires que je peux recommander que j'ai bien aimé. Il y a le manifeste du fondateur de Criteo, Jean-Baptiste Rudel, qui a écrit un livre. C'est un petit livre, je conseille de le lire parce que ça se lit très rapidement. Le titre, c'est On m'avait dit que c'était impossible. Et puis Criteo, c'est une success story d'entreprise technologique qui est publique maintenant. Et donc, il explique justement son parcours. Et puis malgré que le fait justement, comme le titre l'indique, on lui disait, bah, t'as trop d'ambition quasiment, tu vas pas réussir forcément à aller aussi loin. Bon, bah, il l'a fait, c'est une super belle histoire. Donc c'est ça. Mais, euh, mais sinon, j'ai lu un autre livre qui est qui a rien à voir avec le business, mais qui est assez intéressant, je trouve. Un livre policier dernièrement de Nicolas Beuglé, Hmm. qui s'appelle Le passager sans visage. Alors, s'il y en a qui aiment bien les livres un peu policiers, romancés, celui-ci, ce qui est intéressant, je raconterai pas la fin, mais c'est qu'il dépeint une société qui est la société dans laquelle on vit, et la direction qu'elle prend justement à cause de l'omniprésence des médias, de l'omniprésence d'Internet, les effets négatifs que ça peut avoir. Et je dirais que bon, si on passe outre le côté ultra romancé qui est un peu trop poussé parfois, c'est un livre très intéressant à lire, en tout cas qui fait réfléchir vers la fin du livre, quoi. Donc, Intéressant. Podcast, en écoutes-tu un peu? alors podcast, du fait que oui, j'en écoute quelques-uns. Le fait, par contre, que je voyage moins, on va dire, je suis moins dans les transports, je suis moins dans la voiture. J'en écoute un petit peu moins qu'avant. Faudrait que je le fasse un peu plus en cuisinant, peut-être. Il y a Recode, Decode, qui est intéressant parce que ça évoque les success stories et les erreurs aussi de grandes entreprises, notamment dans le monde numérique. Donc que j'écoute de temps en temps ou je réécoute des vieux épisodes parce que c'est toujours assez intéressant aussi. Il y en a un autre qui est francophone par contre qui s'appelle les rendez-vous tech. Celui-ci, Hmm. ce qui est intéressant, c'est qu'il a tendance à simplifier l'actualité de la technologie, du monde des technologies. Donc c'est relativement abordable. Donc pour des gens qui sont un peu intéressés à en apprendre un peu plus ou à suivre un peu ce qui s'y passe dans l'industrie de la tech, c'est pas mal.
Et puis, je vais faire un peu de promotion, on va dire. Behind Programmatic Headlines, c'en est un qu'on a lancé nous de notre côté. Pour justement parler de l'industrie de la programmatique. Et puis on a décidé nous de le lancer sur YouTube. Et pareil de simplifier un peu, de parler qu'est-ce qui se passe dans ces médias. Donc forcément, je l'écoute dès qu'il sort. On mettra d'ailleurs un lien dans les notes de l'épisode et je terminerai, Benoît. As-tu une routine avant, pendant et après le travail? Alors, j'aurais aimé pouvoir répondre à cette question en disant oui, je me lève à 4 heures du matin tous les matins et puis je cours 5 kilomètres. Mais ma routine quotidienne, honnêtement, elle est très simple. Moi, mais par contre, c'est une routine quand même parce que c'est vraiment le même schéma tous les matins. Je me lève quand même assez tôt. J'aime réussir à mettre à travailler avant 8 heures quand c'est possible. Et puis, je pourrais pas commencer ma journée sans café. Donc le matin, c'est comme 80% des gens, je dirais. C'est assez classique. C'est la douche du réveil, le café du matin, la petite promenade avec mon chien, et ensuite c'est le travail. Par contre, au niveau de la journée de travail, la manière dont je fonctionne, moi j'ai besoin de prendre des pauses régulièrement, mais des courtes pauses, donc un 5-10 minutes de temps en temps. 10 minutes c'est même long, mais au moins des petites pauses de 5 minutes par-ci par-là. Je prends peu de temps pour manger. Par contre, je finis ma journée aux alentours de peut-être 18h, 18h30 en moyenne. Ça fait quand même des bonnes journées, puis je reste connecté tout le temps. Mais de plus en plus, et puis avec le retour des beaux jours, j'essaye quand même de faire des petites pauses un peu plus sport, parce que je me suis rendu compte vraiment avec le Covid, on marche beaucoup moins. Puis ça, c'est quelque chose qui manque et on s'en rend compte avec après plus de 2 ans de pandémie que ça a un effet sur nous. Donc j'essaye comme ça de faire des efforts à ce niveau-là. Fantastique. Benoît Skinazi, merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Une entreprise qui est formidable, une entreprise qui, si on a des annonceurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui recherchent un partenaire programmatique, allez jeter un petit coup d'œil à la plateforme de ShareTrue. Et sinon, peut-être de votre côté, est-ce qu'il y a des postes que vous recherchez présentement? Est-ce qu'il y aurait peut-être des petites annonces qu'on pourrait faire à notre audience? Écoute, c'est gentil de poser la question. On recrute énormément. En ce moment, on recrute autant des développeurs que des vendeurs, on va dire des commerciaux, pour augmenter notre présence sur le marché. Il y a beaucoup de postes ouverts qui sont disponibles sur notre site. Avec vraiment, j'encourage les gens à aller les consulter. On est une entreprise qui, je pense, offre des super conditions de travail. En tout cas, on fait attention à ça. Donc merci d'avoir ouvert la porte à passer ce petit message, en tout cas. Mais oui, on recrute beaucoup. Fantastique. Benoît Skinazi, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Ça a été, encore une fois, je le répète, très apprécié, très fascinant. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.